Bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour cette conférence du mois d'avril. Donc je vous rappelle que la thématique cette année est l'eau, le cycle de l'eau. Et donc aujourd'hui, nous avons 4 intervenants qui sont à mes côtés et je vais vous les présenter rapidement. Donc ils vont intervenir sur le thème de l'eau continentale, eau de surface et eau souterraine. Donc, dans l'ordre, à mes côtés se trouve Sylvain Biancamaria, qui est chargé de recherche au CNRS et qui travaille au laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, donc le LEGOS, qui est une MR du CNES, CNRS, IRD et UT3. Et le LEGOS fait partie de l'OMP, Observatoire Midi-Pyrénées. Sylvain Biancamaria s'intéresse à la dynamique spatio-temporelle des stocks et flux d'eau des grands bassins versants. Pour réaliser ses recherches, il s'appuie fortement sur les données satellites. Il s'investit aussi sur la définition et les besoins scientifiques de nouvelles missions spatiales. Ensuite, la seconde intervenante est Manuela Grippa. Elle est physicienne adjointe au Géosciences Environnement de Toulouse, le JET, qui est également une UMR, CNES, CNRS, IRD, UT3, et qui est également au sein de l'OMP. Depuis une quinzaine d'années, ses recherches portent sur le suivi des éco-hydrosystèmes d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du service d'observation AMACATCH, analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, couplage de l'atmosphère tropicale et du cycle hydrologique. En suivant, nous avons Sophie Ricci, qui est chercheuse senior dans l'équipe Climat-Environnement, Couplage, Incertitude, le CESI, qui est une équipe de recherche possédant une tutelle CNRS et une tutelle de droit privé, le CERFAX. Un des objectifs de ces recherches est d'améliorer la capacité prédictive des inondations à fine échelle. Et enfin, Simon Munier est chercheur en hygrologie au Centre national de recherche météorologique, qui est une UMR Météo France CNRS. Il s'intéresse essentiellement au cycle continental de l'eau, avec pour objectif d'améliorer notre capacité à anticiper les risques sur la ressource en eau, sur des échéances saisonnières à climatiques. Voilà, donc je passe le micro à Sylvain Biancamaria. Merci beaucoup. Et merci tout le monde. Merci pour cette opportunité de présenter en fait nos activités ici à l'université. Donc, il s'agit de la deuxième session de la conférence qui avait été initiée la dernière fois et qui se fait dans le cadre de l'axe scientifique transverse eau de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus sur les eaux de surface et les eaux souterraines. Je vais juste rappeler brièvement en fait, ce que l'on est, ce que l'on représente. L'axe scientifique transverse, c'est un regroupement de 8 laboratoires au sein de l'Observatoire Midi-Pyrénées et qui favorise la synergie entre les différents laboratoires. L'idée, c'est de décloisonner les différentes recherches et nos activités en partageant plus efficacement des approches sur nos objets d'études communs. Je ne vais pas aller plus en détail puisque ça avait été présenté la dernière fois. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme le cycle de ces conférences est sur le cycle de l'eau, je suppose que vous le connaissez bien, mais il est toujours intéressant de rappeler que les eaux douces représentent une toute petite partie, moins de 2% sur l'eau qui est présente sur Terre. Et dans ces eaux douces, la plus grande partie est sous forme de glace dans les calottes et les glaciers. Et le reste est encore une petite, encore toute petite partie que l'on retrouve ici. Et là-dedans, on va avoir du coup les rivières, les lacs, les zones humides et l'eau dans le sol. Alors si c'est des quantités qui sont faibles, par contre, au niveau des flux, c'est quelque chose d'assez important. Et nous, ce qu'on veut caractériser, c'est ces données-là, avec ensuite la qualité puis la prévision. Donc la plupart de l'eau qui est stockée, c'est surtout l'eau dans le sol et notamment dans les aquifères, mais avec des constantes de temps qui sont assez longues, donc avec des flux plus faibles. Les eaux de surface, quant à elles stockent une quantité faible, mais avec des flux beaucoup plus importants. Et dans les eaux du sol non saturées, on a là aussi des flux assez importants, et c'est ça qu'on va regarder.
Et donc, on s'intéresse, alors ça c'est 3 questions scientifiques assez générales sur lesquelles on va se focaliser dans cette présentation. La première, c'est comment observer, comprendre et prévoir cette dynamique spatio-temporelle des eaux de surface et souterraines, notamment dans un monde en changement. Ensuite, c'est comprendre quels sont ces changements qui sont en cours et leurs conséquences. Et enfin, une autre, c'est donc l'impact sanitaire et socio-économique de ces variations sur la quantité et la qualité de ces ressources en eau, et aussi l'impact des inondations dessus. Donc on se repose sur 3 piliers qui avaient aussi été présentés la dernière fois. Donc surtout au niveau observation, on a évidemment les données in situ, mais on a aussi les données satellitaires. Donc ça c'est aussi une grande force de notre observatoire. Donc on va vous en montrer pas mal aujourd'hui. Et en lien, alors en combinaison pour valider de la modélisation et afin de mieux comprendre les processus physiques, chimiques et autres. Donc, au cours de cette présentation, on va s'axer sur 4 thèmes qu'on a classés en fonction d'une échelle de temporalité. Donc, la première que je vais vous présenter, ce sera le suivi des masses d'eau, notamment par satellite. Ensuite, Manuela Grippa vous présentera le suivi de la qualité de l'eau, aussi par satellite. Donc là, on est plutôt sur un passé récent, voire en temps quasi réel. Ensuite, avec Sophie Ricci, on va passer à la prévision des risques d'inondation. Donc là, c'est une prévision plutôt à court terme. Et après, Simon Munier vous parlera de l'anticipation de l'évolution des ressources. Et là, on a des prévisions plutôt à moyen et long terme. Donc en ce qui concerne le suivi des masses d'eau continentale par satellite, pourquoi est-ce qu'on passe, nous, par des satellites? Donc ce qu'on s'intéresse, c'est à l'échelle, par exemple, des bassins, voire même à l'échelle globale. Et là, quand on regarde toutes les données in situ qui sont disponibles, on n'a pas forcément des données partout, on a une certaine hétérogénéité en temps et en espace. Donc sur cette carte à gauche, ici, sont représentés par tous ces petits points des stations de mesure de débit. Bon, là, c'est des débits mensuels qui sont disponibles au sein du Global Runoff Data Center, qui est une base de données globale et qui est alimentée par tous les pays du monde. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas des points partout, donc il y a des zones où on a des manques d'observation. Et après, il y a aussi le code couleur qui est très important. Donc quand on est en bleu, bleu foncé, bleu clair, c'est des données qu'on a depuis les dernières décennies, donc en gros jusqu'en 2010 ou après. Mais quand on commence à arriver vers du vert, de l'orange et encore plus du rouge, on n'a plus de données après les années 2000, voire même après les années 80. Et donc là, on voit qu'on a des trous dans les observations, au moins à l'échelle globale et disponibles auprès de tout le monde, qui sont importantes. Alors sur certaines, c'est parce que les stations ne sont plus maintenues, il y a globalement une baisse du nombre de stations, mais aussi parce qu'il y a des enjeux géopolitiques qui font que ces données ne sont pas partagées à l'échelle internationale et avec tous les autres pays. Vient s'ajouter aussi à ça, et ce qui peut en expliquer, ce sont les bassins transfrontaliers. Ici, tous les petits polygones qu'on voit en bleu plus ou moins clair, ce sont des bassins qui vont traverser plus ou moins de pays, donc c'est ce qu'on appelle des bassins transfrontaliers. Et là vont s'ajouter des problèmes en fait de gestion de la ressource en eau d'un bassin à l'autre, avec des problèmes entre les pays amont et aval. D'où aussi un problème d'échange de données. Et donc l'intérêt d'utiliser des données satellites pour compléter, voire observer d'autres variables par rapport à ce qu'on peut faire au sol. Donc on utilise beaucoup de données satellitaires, en fait toutes ces données qui sont là. Alors dans mon laboratoire et puis même dans d'autres laboratoires de l'Observatoire Midi-Pyrénées, on utilise beaucoup l'altimétrie satellitaire qui permet de mesurer la topographie, donc la hauteur, la cote d'eau des rivières, des lacs et des réservoirs. Donc je vais y revenir. On a aussi l'imagerie multispectrale qui permet de faire des classifications des masques d'eau et aussi de la gravimétrie qui permet de calculer les variations de volume intégrées verticalement. Donc tout ça, je vais en reparler. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec ces données-là? Alors, au niveau de l'altimétrie, il y a le satellite qui se déplace le long de son orbite. Il va envoyer une onde électromagnétique à sa verticale et ça lui permet de calculer la distance entre le satellite et la surface d'eau. En connaissant son orbite, on peut avoir la hauteur entre cette surface d'eau et une surface de référence, un ellipsoïde ou un géoïde. Et comme il repasse, au bout d'un certain nombre de temps, ça dépend de l'orbite, ça peut être 10 jours, 27 jours, 35 jours, mais il repasse fréquemment et donc il va avoir l'évolution de cette hauteur d'eau-là. Par contre, il ne va pas fournir la bathymétrie. Mais au moins, on peut avoir des variations de volume et après, ça peut aussi permettre, une fois combiné avec de la modélisation ou des données in situ, d'avoir des estimations de débit, donc de flux.
Le problème avec cette technique de mesure, l'altimétrie nadir, c'est qu'on a une mesure que le long de la trace du satellite. Donc ici, sur cette map monde, c'est la trace d'un satellite, Sentinel-6. Ses prédécesseurs, c'était des Jason, Topex. Et donc on a des mesures que le long de ces traces, et puis on a des zones qui ne sont pas observées. Cependant, si on utilise toute l'archive de ces données-là, donc principalement depuis les années 90, on peut quand même observer pas mal de tous ces petits points-là, où on a des données depuis les années 90 ou 2000, avec les évolutions du niveau des lacs, des rivières. En combinant avec les surfaces d'eau, on peut en déduire des variations de volume. Ici, c'est un exemple sur le bassin du Congo, avec les variations d'amplitude minimum et maximum sur une période 2003-2007 qui a connu des variations assez contrastées entre des périodes plus sèches et d'autres plus humides. Donc on a une estimation de la variation des volumes à l'échelle du bassin. Cependant, on est obligé d'utiliser plusieurs missions pour pouvoir calculer ces données-là, qui ne passent pas forcément au même moment, qui n'ont pas les mêmes résolutions, ce qui peut être un peu compliqué. Du coup, la NASA et le CNES, en partenariat avec l'Agence spatiale canadienne et du Royaume-Uni, a lancé en décembre 2022, la mission SWOT, Surface Water and Ocean Topography, qui fournit des images en fait, de la topographie des océans, mais aussi des eaux de surface à la surface des continents. Et là, c'est un peu une révolution pour nous, en tout cas pour l'étude des eaux de surface, puisqu'on va observer vraiment à la fois les codes d'eau, donc ces variations de surface, les masques d'eau au même moment, la pente de la rivière, et les variations de ça, on peut en déduire des variations de stock d'eau, donc dans les plaines d'inondation, dans les gravières et dans les lacs. Donc ici, c'est une des premières images qui a été prise en mars 2023 par le satellite. Donc là, on est dans la zone toulousaine. Ici, on a la Garonne, l'Ariège, le canal du Midi, le lac de la Ramée et les gravières. Et donc, SWOT va permettre d'observer, en repassant, les variations de niveau de ces objets, et donc comment ils évoluent entre les hautes eaux et les basses eaux. Cependant, à l'heure actuelle, donc on peut vraiment bien caractériser maintenant les eaux de surface à certaines résolutions. Par contre, on n'a aucune mission spatiale qui permette de mesurer directement la quantité d'eau qu'il y a dans le sol, et notamment dans les aquifères. Et pour ça, on a quand même un outil qui est assez intéressant depuis 2002. Donc c'est GRACE Recovery and Climate Experiment et son successeur, GRACE 2. C'est une mission de la NASA et de l'agence spatiale allemande qui permet de mesurer par gravimétrie les variations totales de volume d'eau qui vont se passer dans l'eau de surface, dans la biosphère et dans les différentes couches du sol. Par contre, elle donne la somme de ces variations, mais elle ne permet pas d'avoir accès à juste une de ces composantes. Donc c'est là où on a l'intérêt des autres missions qui vont permettre d'observer les eaux de surface. On va enlever aux données GRACE ces eaux de surface et on va pouvoir avoir au moins une estimation de ce qui peut se passer dans le sol. Par contre, on a des résolutions très grossières, donc ça va être des grands bassins versants que l'on va pouvoir étudier. Donc voici un exemple un peu de ce qu'on peut faire à l'observatoire. Ici, c'est sur, depuis les années 2000, les variations de niveau des principaux grands lacs africains. Et notamment, ce qu'on observe depuis 2020, c'est une augmentation assez drastique de ces lacs à l'est du rift africain. Et donc, après, en faisant un bilan de masse, en utilisant notamment des données GRACE et des données de précipitation, on peut voir que c'est lié à une intensification assez importante de la saison des pluies, spécifiquement sur cette zone-là. Et après, ça, c'est encore des études qui sont en cours pour comprendre tous les mécanismes qu'il y a derrière. Donc une fois qu'on a regardé les eaux de surface, on enlève ces eaux de surface aux données GRACE et on observe les variations de niveau dans le sol, et notamment en essayant d'estimer sur les aquifères. Ce qui est intéressant avec ce type d'approche, c'est qu'on peut savoir la quantité d'eau qu'on a en surface et le reste qu'on a dans le sol. Donc ça, c'est une étude de 2020 qui a permis de mesurer sur le stock d'eau total le pourcentage qui était en surface. Donc sur le bassin de l'Amazone, donc le plus grand fleuve, le plus grand bassin de par son débit au niveau mondial, 50% de l'eau est en surface, le reste est dans les sols. Et c'est assez contrasté, par exemple, le Congo qui est le deuxième, là on a des variations qui sont en surface, qui comptent pour moins de 20%, de 25% de la variation du stock d'eau total, donc avec beaucoup plus d'eau dans le sol et notamment dans les aquifères. Donc maintenant qu'on a ces observations par satellite, qu'on a une vision un peu globale de ces données-là, l'intérêt, c'est de pouvoir les croiser avec d'autres données, notamment de précipitation, d'occupation du sol et des sorties de modèles, pour pouvoir comprendre à quoi sont liées ces variations et ces variabilités interannuelles, voire décennales et plus.
On peut aussi les utiliser pour valider des modèles hydraulogiques dans le passé, ce qui devrait permettre d'avoir plus confiance dans les prévisions et les projections, voire de les assimiler, donc de les combiner avec des modèles hydraulogiques, par exemple pour avoir un meilleur état de départ, pour ensuite après faire une prévision encore plus précise, donc pour des réanalyses ou des prévisions court terme ou plus long terme. Donc ça, c'est typiquement ce que vont vous présenter Sophie Simon, Sophie Ricci et Simon Munier par la suite. Avec ces flux de masse aussi, on peut les coupler avec la qualité de l'eau pour voir quels sont le devenir en fait de ces masses d'eau et de la qualité associée. Et donc l'aspect qualité de l'eau, c'est ce que va vous présenter Manuela maintenant. Donc, je vais parler de quelques paramètres qu'on peut suivre sur la qualité de l'eau par satellite. Donc, vous voyez déjà, ça ne se voit pas super bien, mais l'image derrière, c'est une image satellite acquise par Landsat, les capteurs Landsat. Et déjà, en regardant comme ça, on voit, donc c'est après la rupture d'un barrage minier au Brésil. C'était une des catastrophes majeures au Brésil, écologiques. Et donc, on voit les Rio Doce, que vous voyez là, c'est apparaître assez rougeâtre, qui est la rivière contaminée après la rupture des barrages. On arrive à identifier bien différentes typologies d'eau. On voit les mélanges de cette rivière eau chargée en sédiments et contaminants métalliques dans la mer. Et on voit par exemple un réservoir ici qui a une couleur différente, donc probablement des qualités physico-chimiques de l'eau qui sont différentes. Et en effet, on peut lier cette couleur de l'eau à des propriétés physico-chimiques des surfaces en eau. Donc d'abord, ces propriétés de l'eau changent les rayonnements, à la fois les rayonnements émis et les rayonnements diffusés réfléchis. Pour tout ce qui est rayonnement émis, je ne vais pas l'aborder ici, mais c'est en premier lieu dû à la température de surface. Et donc, on peut les suivre avec des capteurs thermiques. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, Olivier a un peu parlé des Trishna. Donc, c'est un capteur infrarouge thermique qui va être lancé prochainement, qui permet de suivre l'évapotranspiration, mais aussi la température des surfaces d'eau. Et donc, aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur tout ce qui est radiométrie optique. Et donc là, ce qu'on regarde, c'est la quantité du signal optique de rayonnement solaire qui est renvoyé vers un capteur qui mesure dans les champs du visible et de les proches et moyennes infrarouges. Et ce rayonnement-là qui est réfléchi dépend des constituants de l'eau, donc notamment de tout ce qui est matière en suspension dans l'eau, la concentration algale et la concentration en sédum carbone organique dissous. Si on regarde un peu plus en détail encore, on peut mesurer des spectres de reflectance, donc la reflectance de l'eau en fonction de la longueur d'onde et selon les différentes concentrations en chlorophylle, en carbone organique dissous ou en sédiment. Vous voyez qu'on a des courbes, donc des comportements des spectres qui sont différents, des pics qui ne sont pas au même endroit, et donc on peut mesurer ça avec des capteurs et en dériver quelques informations sur ces typologies-là d'eau qui sont différentes. Donc je vous montre un peu plus en détail ce qu'on peut faire sur les matières en suspension, et je vais revenir avec un exemple sur la chlorophylle à la fin. Donc là, c'est des mesures qui ont été effectuées par des collègues de l'OMP donc au Brésil. Et donc, on ne voit pas très bien les couleurs, mais en gris clair, on a des mesures faites avec des spectroradiomètres donc, au sol, sur un bateau. Et donc, on voit la reflectance pour des concentrations faibles en sédiments, que vous voyez ici, et après des reflectances pour des concentrations un peu plus fortes en sédiments. Et donc là, on voit quand on a beaucoup de sédiments dans l'eau, la reflectance monte, et en plus, elle se déplace vers des longueurs d'onde un peu plus importantes, ce qui fait que de l'eau claire est souvent bleue, ou verdâtre, et de l'eau chargée en sédiments, on la voit plutôt marron foncé. Donc, avec des mesures de ce type au sol, on peut voir pas mal d'informations, des mesures comme ça. Quand on est sur satellite, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on n'est pas à côté. Et donc, on a pas mal de perturbations par l'atmosphère. Notamment ici, je vous montre un peu ce qui se fait avoir des nuages et l'ombre des nuages. Alors ici, c'est une image sur un barrage au Burkina Faso qui est très chargé en sédiments. On voit ces petits nuages-là, on arrive très bien à les masquer, les identifier. On dit c'est un nuage, on ne regarde pas.
donc à les masquer. Par contre, quand on a des voiles nuageuses comme ça, c'est un peu plus difficile à identifier. Et ce qu'on enregistre comme couleur, là c'est dans les visibles, est différent de la vraie couleur de l'eau. Et après, un autre problème qu'on a, c'est quand on a l'ombre des nuages, qui est plus difficile à identifier. Donc là, on voit de l'eau, c'est de l'ombre, donc de l'eau qu'on a l'impression d'être pas très réfléchissante, donc on pourrait attribuer à de l'eau pas chargée. Et par contre, c'est juste l'ombre du nuage qui change cette couleur-là. Un autre problème, c'est les aérosols. Là, c'est une image au Niger, où on a pas mal de poussières désertiques à certains moments de l'année. Et donc, on n'arrive même pas à identifier où ça se trouve la rivière. On peut voir aussi des aérosols sur des villes pour des émissions anthropiques ou pour des feux de forêt. Donc, il a des endroits. C'est très variable dans l'espace et dans le temps, donc c'est un peu difficile à connaître très bien cette variable-là. Dernier problème, bon, parmi les plus grands, c'est tout ce qui est sanglinte. Donc là, ça ne se voit pas très bien. Donc là, c'est une île aux Canaries et on voit toutes ces zones-là qui est très brillante. Ce n'est pas dû à des propriétés de l'eau, mais c'est juste qu'on est dans la condition spéculaire. On a le soleil en face, les capteurs de l'autre côté. C'est ce qu'on voit en bord de mer, on aime bien. C'est la réflexion spéculaire du soleil qui monte la reflétance, mais pour des raisons géométriques et pas des raisons liées à des propriétés de l'eau. Donc, à l'OMP, notamment au GET, en collaboration avec le CNES et le Polteia, il y a pas mal de travaux qui sont mis en place pour avoir des produits de bon niveau pour pouvoir suivre la qualité des eaux de surface et s'affranchir de toutes ces problématiques-là. Donc, une fois qu'on a des produits spécifiques pour suivre l'eau et de bon niveau, on peut analyser, avoir quelques résultats. Là, c'est un des premiers travaux qui était fait déjà en 2009 pour suivre la qualité de l'eau dans l'Amazone. Donc, Sylvain vient de le dire, c'est la plus grande rivière au monde. Et donc, on pouvait la suivre avec des capteurs aussi, qui n'étaient pas très... avec une résolution spatiale moyenne. Donc, c'est le cas de Modis, qui était lancé dans les années 2000, et qui a une résolution spatiale de 250-500 mètres. Et donc, ça permet de suivre les grandes rivières, mais pas tous les objets. Et par contre, en répétitivité temporelle d'un jour. Et donc là, on voit que les données situ et les données satellites, ils sont en très bon accord. Ils permettent de suivre pendant, là c'est 8 ans, la concentration en sédiments et donc l'évolution saisonnière et interannuelle. Et donc à partir de ces mesures-là, on peut quantifier les transports des sédiments, l'apport à l'océan. Vous avez ici une image Modis avec ce qu'on appelle la plume des Amazones. Et donc c'est toute cette grande zone, et vous voyez l'échelle ici, donc c'est des centaines de kilomètres. Et donc, c'est une zone qui est influencée beaucoup par l'apport des sédiments et par l'apport d'eau douce qui vient de l'Amazone dans l'océan. Donc, si on regarde des choses un peu plus petites, alors là, on a des données sur les fleuves Niger, donc on ne peut pas voir avec Modis parce qu'elle est trop étroite. Et donc, on peut les suivre très bien avec les données Sentinel qui étaient lancées en 2015. Et donc là, on a 10 mètres de résolution et une répétitivité temporelle de 100 jours. Alors là, c'est une petite animation sur les fleuves Niger à côté de Niamey. On voit qu'il a des nuages de temps en temps, des aérosols, mais ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, on voit que des fois, la rivière est très large, donc avec beaucoup d'eau, et très claire, plutôt vert, et des fois, elle est large et foncée. Donc, si on regarde un peu plus en détail, donc on essaie encore d'estimer les matières en suspension à partir de ces mesures. On voit d'abord que là, on a utilisé des pesées, donc des filtrages. Donc, on a mesuré in situ la concentration. On l'a mesuré aussi avec un radiomètre in situ, qui avait les mêmes caractéristiques du satellite avec les satellites. Et on voit que les trois mesures sont en bon accord. Donc, on a assez confiance dans les satellites. Et par contre, ce qu'on observe aussi, c'est que la première crue, donc là, c'est le débit que vous voyez en bleu. La première crue est très chargée en sédiments et la deuxième, elle n'est pas du tout. Donc, on a deux systèmes différents avec beaucoup d'eau ici, un pic de débit avec associé juste avant un fort charge en sédiments et pas les deuxièmes. Et on se regarde un peu plus dans les détails pour expliquer ça. Alors, la première crue, elle vient du bassin versant proche de la ville, donc de l'endroit auquel on regarde les matières en suspension de Niamey. Et donc, c'est d'où... Ah, il manque... Ah oui.
Et donc, on voit que c'est, avec toujours les satellites, c'est plutôt contribution des affluents des rives droites qui, avec la saison des pluies qui commence, ils se chargent beaucoup et ils chargent la rivière. Là, on voit un exemple d'une image de sentinelle acquise au début de la saison des pluies. Donc, une rivière pas très chargée qui se charge petit à petit avec la contribution de ces affluents-là. Par contre, le deuxième pic des crues ici, qu'on appelle crue blanche, arrive de beaucoup plus loin. C'est déjà des eaux qui ne sont pas très chargées, ça vient de la Guinée. Et en plus, il reste dans le delta intérieur du Niger, qui est ici, pendant environ 2 mois. Et donc, les sédiments, ils ont le temps de se déposer avant d'arriver ici, à Niamey. Donc, avec des satellites, on arrive à quantifier ça, à tracer l'origine de ces sédiments et tracer la charge en sédiments le long de la rivière. Alors, un dernier exemple, sur ce qu'on peut faire sur des barrages ou des lacs. Donc ici, vous avez un exemple de l'arrivée des sédiments, toujours pendant la saison des pluies, sur un réservoir au Burkina Faso. C'est un réservoir hydroélectrique et donc la charge en sédiments, c'est important à suivre pour le fonctionnement de ces barrages-là, parce que plus on met des sédiments, moins le barrage est efficace pour produire de l'électricité. Je vais revenir sur les restes. Donc, c'est intéressant aussi pour tout ce qui est transport des contaminants. On a vu l'image de la rupture des barrages avec une rivière très chargée qu'on arrive à identifier en métaux. Et vous avez un autre exemple ici, c'est la concentration en chlorophylle. Donc, c'était dans un première courbe spectrale que j'ai montré. Donc, c'est des premiers travaux qui sont faits entre les JET et les CRBO. Donc, sur lesquels on estime la concentration en chlorophylle sur des petits réservoirs ici dans le sud-ouest. Et donc, on arrive à identifier les variations spatio-temporelles de cette variable. C'est qu'un impact, surtout, c'est que l'eutrophication de l'eau. Sabine en a parlé un peu la semaine dernière. Donc, si on met beaucoup de chlorophylle, on peut voir des développements des plantes toxiques, mais aussi des plantes pas toxiques, mais qui consomment de l'oxygène. Et donc, ça joue un rôle sur la vie dans les écosystèmes aquatiques. Et une autre chose, et je vais finir sur ça, qui nous intéresse aussi pas mal, c'est tout ce qui est développement bactérien. Normalement, on s'entend avoir des sédiments qui sont associés à des bactéries, puisque les bactéries, ils se font transporter par les sédiments, donc ils peuvent arriver dans l'eau transportés par ces sédiments qui sont dans les sols. Ils peuvent se nourrir. Ils trouvent de la nourriture un peu partout, et donc les sédiments sont une source de nourriture. Et après, ils trouvent en écran aussi des rayons ultraviolets qui sont très nocifs. Donc, dans plusieurs sites, là, c'est des mesures in situ qui sont faites dans le nord du Laos. Voilà. Et donc, on voit qu'on a une corrélation significative entre la concentration des sédiments et la concentration. Là, c'est des bactéries, des traceurs de bactéries d'origine fécale, donc c'est de l'E. coli qu'on mesure. Et donc, on a une très bonne relation entre les sédiments et les bactéries, ce qui nous permettrait de tracer ces contaminations bactériennes avec des mesures satellites qui regardent les sédiments. On a plus ou moins les mêmes choses sur les réservoirs du Burkina Faso que j'ai montré tout à l'heure, donc avec des relations significatives entre sédiments et bactéries. Par contre, sur les fleuves Niger à Niamey, ce que je viens de montrer, on n'a pas du tout les mêmes mécanismes parce que les sédiments, ils viennent de ces petits affluents qui sont un peu à l'amont du bassin versant. Et par contre, les bactéries sont plutôt originées par la ville. Donc, si on regarde en ville, en zone urbaine, on a des sources de sédiments qui ne sont pas associées aux sources des bactéries. Et donc, on n'a pas ces relations-là. Donc, il y a pas mal de travaux encore en cours pour essayer de comprendre les mécanismes, les sources, avant de pouvoir avoir des approches un peu épidémiologiques, donc pouvoir implémenter des systèmes, par exemple, d'alerte sur ces paramètres, sur les bactéries et sur la qualité de l'eau. Donc voilà, c'est intéressant, on a quand même des outils satellites, ce qui nous permet de voir maintenant pas mal de choses sur la qualité de l'eau, pas tous les paramètres, mais une partie des paramètres de la qualité de l'eau, et qu'on peut associer aussi à des suivis quantitatifs, comme il l'a dit Olivier, pour comprendre un peu plus ces objets-là.
Donc voilà, et la modélisation peut nous aider aussi, donc je n'ai pas parlé, mais là aussi des modèles qui se mettent en place. C'est beaucoup moins avancé que la partie quantitative, c'est un peu personnel, l'opinion que je donne. Mais voilà, sur la qualité, on a encore pas mal à faire pour avoir des prévisions et peut-être aussi des scénarios d'évolution à long terme. Mais ça s'est fait petit à petit et donc à terme, on espère de pouvoir faire ça. Donc je laisse la parole à Sophie et après Simon qui vont revenir un peu sur la quantité, donc pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en prévision et en scénario. Donc, comme le disait Manuela, je vais revenir sur l'aspect quantité et je vais vous parler principalement du risque d'inondation. Donc les inondations, c'est un sujet dont on parle beaucoup au quotidien à travers le monde et cette année particulièrement en France. Donc je commence cette présentation par une illustration d'un article qui est paru dans Le Monde en novembre, qui concerne les inondations qui se sont déroulées dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc bien entendu, on en a tous entendu parler, on sait que ça nuit gravement à la sécurité des personnes et des biens, qu'il y a des enjeux socio-économiques derrière. Je vais illustrer simplement ce qui se passe par ces images satellites qui sont prises le 15 octobre et le 11 novembre 2023. Donc ça, c'est avant la crue, donc on voit les zones en eau, forcément il y a quelques rivières, quelques zones en eau naturelles, enfin normales en fait, et voilà ce qui se passe en période de crue, donc on voit l'étendue de l'observation capturée par les images du satellite Sentinel-2, donc il s'agit d'images optiques, comme le disait Manuela, et ces images sont tirées du site Copernicus, qui est un programme européen. Donc, effectivement, on a une vision des inondations avec de l'optique ici, et ça amène toutes les limitations que Manuela et Sylvain et d'autres avant ont évoquées, c'est-à-dire c'est de l'optique, et donc on ne voit pas très bien quand il y a des nuages, et la nuit aussi. Et souvent, quand il y a une inondation, c'est qu'il ne fait pas très beau, donc il y a des nuages. Donc, heureusement, il n'y a pas que des mesures optiques. Ce genre d'image, qui est donc disponible pour les médias, mais aussi pour les institutions nationales et internationales, sont mises à disposition par des services. Alors, il peut s'agir de services d'initiative européenne, il s'agit aussi de services nationaux. En France, c'est le service Vigicru, qui dépend du ministère de l'Environnement, qui émet des cartes sur le site Vigicru de manière récurrente et qui surveille 20 000 km de rivières. À l'échelle européenne, vous avez le programme Copernicus et notamment sa branche de Emergency Management Services qui produit, grâce à des images de divers satellites, des cartes des étendues d'inondation. Donc j'ai capturé les différentes emprises vues pour l'événement du Nord-Pas-de-Calais de novembre sur le site Copernicus. C'est libre à tous, vous pouvez y accéder facilement. Et vous avez tout un tas de petites vignettes qui représentent des aléas qui peuvent être de nature diverse. Là, vous avez des floods, mais vous avez aussi des cyclones, vous avez aussi les feux. Donc n'importe quel aléa environnemental qui est observé par différentes constellations satellites est illustré sur le site de Copernicus. Alors, revenons maintenant à ce qui est disponible. On a eu une petite introduction sur ce qui est satellitaire. L'eau, et notamment les inondations, le niveau d'eau dans les rivières, on n'a pas attendu d'avoir des satellites pour l'observer, bien entendu. Donc, si je parle d'observation in situ, vous vous souvenez très probablement de ce que Sylvain disait tout à l'heure, il y a des mesures à travers le monde, il y en a beaucoup, particulièrement en Europe, en France, on en a beaucoup, mais ces données, elles sont éparses en espace et elles ne sont pas forcément toutes maintenues. Alors de quelle nature sont-elles ? Bien entendu, de manière assez évidente, on s'imagine que pour mesurer la hauteur d'eau dans une rivière, on met une échelle de mesure et on lit les valeurs qui sont atteintes. On peut même avoir des marqueurs si vous vous baladez le long de la Garonne ou le long de n'importe quel cours d'eau. Vous voyez des marqueurs avec la date, la date des plus hautes eaux pour l'événement du 5 juin, je sais pas, j'arrive pas à lire, 1855 et ainsi de suite. Donc là, ça ne va pas vous permettre de lire l'évolution, mais ça va vous permettre de voir la trace des plus hautes eaux.
Ça, c'est ce qu'on voit avec des échelles de mesure ou des traces de hauteur d'eau. On peut aussi instrumenter les rivières et pourquoi pas les plaines d'inondation avec des capteurs un peu plus légers et portables qui, eux, partent de la donnée radar, un peu comme le fait un satellite, permet de voir l'élévation de la surface libre. Alors ça, c'est un peu de la mesure avec des capteurs. On peut aussi faire de l'imagerie. Cette imagerie, elle peut être aérienne, c'est notamment l'IGN qui se charge de ça sur le territoire français. Et bien entendu, les drones peuvent nous fournir, alors là c'est simplement un schéma du vol d'un drone prévu, hein, ce n'est pas une image acquise par un drone, mais on peut couvrir quelques kilomètres avec un drone pour avoir une image aérienne. Alors là encore, le drone vole d'autant mieux qu'il n'y a pas trop de vent et qu'il ne fait pas trop moche. Ce qui, pour une inondation, encore une fois, reste un challenge. Néanmoins, on a beaucoup de collègues dans différentes équipes qui travaillent sur les parties instrumentation et mesures pour que ces mesures aériennes, avions et drones soient de plus en plus fiables. Alors ça, c'est quand on regarde les pieds sur Terre ou pas très loin. Et quand on regarde de l'espace, eh ben, on retrouve les constellations. J'ai focalisé ce slide-là sur celles qui nous parlent beaucoup pour les inondations. Donc particulièrement le programme Sentinelle 1 et 2, 1 étant du radar et 2 étant de l'optique, donc ça se complète plutôt bien. C'est une mission ESA Copernicus. Après, si on veut observer la topographie de la plaine d'inondation, on peut se fier aux missions Pléiades, Pléiades et Pléiades Néo, Terra-Sarix. Et enfin, pour encore observer l'élévation de la surface libre, la mission SAUT que Sylvain a décrite préalablement, où donc il y a un altimètre nadir au milieu et des fauchés de 60 km de large de chaque côté de l'altimètre nadir qui décrivent l'élévation de la surface libre globalement sur toute la surface de la Terre, puisque avec la revisite, ces fauchés vont venir s'entrecouper de sorte qu'un point à nos latitudes, par exemple sur la Garonne, sera observé approximativement tous les 4 à 5 jours, malgré une fréquence de revisite du satellite qui est de 21 jours. Donc, je vous ai parlé d'observations in situ. Elles sont éparses en espace, mais quand elles sont en place, elles donnent de la donnée de manière très fréquente, typiquement à 5 minutes au quart d'heure. Donc, pour des dynamiques telles que les crues en France, on a de très bonnes chances de capturer les hautes eaux, voire le pic de crue. Néanmoins, on a 20 000 km de rivières surveillées en France. Tous les affluents ne sont pas surveillés. Et puis, on a peut-être une station d'observation tous les quelques dizaines de kilomètres, ce qui n'est pas un maillage très fin. Donc, ces caractéristiques du réseau in situ est complétées par les caractéristiques du réseau satellitaire, qui, lui, a une couverture globale, mais bien moins fréquente en temps. Donc avec toutes ces observations, on arrive à avoir une meilleure description du système des eaux continentales. Néanmoins, si on veut faire de la prévision, il est difficile de se fier aux observations uniquement, et c'est là que la modélisation numérique vient comme à la fois un interpolateur en temps entre toutes les données, mais aussi un extrapolateur, c'est-à-dire on fait de la prévision en fait, avec des échéances de l'ordre de quelques heures à quelques jours. Donc on va venir combiner les observations dont on a parlé précédemment avec ce que dit un modèle numérique, qui lui est aussi imparfait parce qu'il est contraint par des données géométriques, des débits d'apport dans les rivières, diverses choses incertaines. Et ces deux sources d'informations sont à la fois incomplètes et incertaines. Et c'est le travail des algorithmes de maths appliquées d'assimilation de données que de combiner de manière optimale la connaissance par les modèles et la connaissance par l'observation. Donc c'est typiquement ce qu'on fait au CECI. On développe ces algorithmes d'assimilation de données pour les modèles d'hydrologie, d'hydrodynamique, particulièrement à l'échelle locale. Ici, une illustration, un petit film qui normalement ne prend pas longtemps, d'une crue. C'est la crue de de janvier-février 2021. On la voit, alors l'écoulement va de Tonneins à l'Aréole, en passant par Marmande, à peu près au milieu, et on voit l'eau inonder le domaine et s'installer dans les plaines d'inondation. Donc rien de magique là-dedans. Vous voyez derrière le maillage avec des mailles de résolution de l'ordre de quelques mètres dans les zones raffinées, à l'ordre de 200 mètres à peu près dans les plaines d'inondation. Donc cet événement, il a été modélisé, vous le voyez, il a été observé, notamment par Sentinelle 1 et Sentinelle 2. Et je suis coincée parce que je n'arrive pas à changer de slide.
C'est bon. Et donc, il a été observé et on a assimilé les données satellitaires pour améliorer la représentation et la prévision de cette inondation. Donc, vous voyez ici une image radar Sentinel-1 au début de la crue, une image Sentinel-2 quand la crue a quand même pas mal, pratiquement au pic, et une image Sentinel-1 au pic de crue. Ces données sont assimilées dans un code de calcul hydrodynamique, ainsi que les données in situ, qui sont aussi très importantes, de sorte qu'on soit capable de se demander quel est l'apport de notre assimilation des observations. Ce qu'on regarde ici, c'est une carte de contingence. Alors, c'est pas un gros mot. En fait, ça permet de voir quel est le match entre les pixels qui sont vus comme inondés dans l'observation et que le modèle arrive à inonder correctement, les pixels que le modèle inonde alors qu'en fait, dans l'observation, ils ne sont pas inondés, et les pixels que les deux ne voient pas comme inondés. Enfin bon, c'est les vrais faux, les faux vrais, enfin le match en fait. En gros, cette zone jaune veut dire que le modèle, quand on ne le contraint pas par les observations assimilées, a tendance à complètement sous-estimer l'inondation. C'est quand même embêtant si on est supposé faire de l'alerte. Donc, en assimilant les données, dont les données spatiales, on voit qu'on arrive à contraindre le modèle pour qu'il soit capable de mieux représenter et donc mieux prévoir dans le futur cette zone-là, qui en fait est vue comme inondée par nos satellites. Donc vous avez ici quelques publications qui en fait relatent les méthodes mathématiques et les résultats de l'apport de cette combinaison entre le modèle et les données. J'ai travaillé jusqu'à présent en vous parlant d'un tronçon de rivière. On a supposé qu'il y avait une quantité d'eau qui rentrait dans la rivière. J'en ai même pas parlé en fait, mais bien entendu, ce qui se passe dans la rivière est fortement conditionné par ce qui y rentre. Ça paraît logique. Donc quand on fait une modélisation, on espère que en haut du tronçon qui nous intéresse, on a une station d'observation qui nous donne un débit au fil du temps. Alors, d'une part, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il n'y a pas des stations partout. Et d'autre part, quand on va faire de la prévision, on n'aura pas une observation de ce qui se passe là à l'amont de ma rivière. D'où l'idée d'aller chaîner des modèles grande échelle avec des modèles plus petite échelle. Les modèles grande échelle, dont on a une représentation, c'est C-Trip, dont Simon parlera après, va nous donner les débits à plein de petits points le long de ce réseau bleu que vous voyez ici. On va utiliser le débit décrit en un point, qui va être un exutoire, pour forcer l'entrée d'une zone modélisée finement, comme je vous disais tout à l'heure. Alors bien entendu, ces modèles grande échelle, ils ne sont pas parfaits. Et donc il est là encore nécessaire de faire de l'assimilation de données pour venir corriger un apport a priori fourni par un modèle grande échelle. Par exemple, là, vous voyez pour le même... Pardon, c'est un événement 2022 pour celui-ci. Vous voyez en orange l'hydrogramme, donc le débit en fonction du temps, observé in situ. Et vous voyez en bleu le débit simulé par le modèle grande échelle C-Trip. Donc on voit qu'il y a une sous-estimation des pics, mais la dynamique est correctement représentée. Donc on va prendre comme a priori le bleu, si on voulait faire de la prévision dans le futur, et venir petit à petit corriger cette prévision. Je termine par un aspect un petit peu plus socio-économique. Donc, dans notre labo, certains font des matapplis pour écrire des modèles, des algos d'assimilation de données, puis après, on a d'autres personnes qui travaillent un petit peu en aval, c'est-à-dire on utilise les résultats de la modélisation de l'aléa, c'est-à-dire des cartes de hauteur d'eau, des temps de résidence de l'eau dans certaines zones de notre région étudiée. On va croiser toutes ces informations sur l'aléa avec des cartes d'enjeux. Donc les cartes d'enjeux, qu'est-ce que c'est? C'est les zones urbaines, les zones pays urbaines, les numéros sirènes des entreprises, les localisations des routes, des voies de chemin de fer, enfin tout ce dont on s'attend que ça fonctionne correctement, que ce ne soit pas impacté. Et on fait rentrer ces enjeux et les caractéristiques de l'aléa dans des fonctions de dommage qui en fait vont vous donner un damage factor, en gros il y a des euros derrière, en fonction de soit la hauteur d'eau qu'on a observée, il peut aussi y avoir le temps de résidence en un pixel. Et c'est grâce à ces informations sur l'aléa, sur les enjeux et ces fonctions de dommage qu'on arrive à traduire les cartes de hauteur d'eau, les temps de résidence, en un impact financier pour les différents secteurs qui nous concernent. Et j'en ai terminé. Je conclus en disant que ce qu'on s'est dit là pour l'instant, c'est que les caractéristiques des observations in situ et spatiales sont complémentaires, que les modèles permettent d'interpoler l'ensemble de ces observations entre elles, c'est comme de la fusion de données. On permet aussi
Ça nous permet aussi de faire de la prévision tout en respectant les équations de la physique que sont censées respecter l'écoulement. Donc il s'agit là de prévision. Et alors quand on fait de la prévision, on peut le faire semblant de prévoir un épisode qui s'est passé dans le passé. Ça s'appelle faire de la réanalyse et ça améliore notre compréhension des processus. On peut aussi faire de la prévision immédiate, exactement comme pour la prévision numérique du temps, pour la météo, donc à l'échéance de quelques heures, voire quelques jours. On peut aussi faire de la prévision sous forme de scénario et par exemple se demander si une inondation qui est qualifiée comme grave aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'elle sera? Quelle sera la pluie? Quel sera l'aménagement du territoire de dans 20 ans, 30 ans, 50 ans? Et quel sera l'impact? Voilà, je vous laisse sur ces points de réflexion pour plus tard et je laisse Simon passer à une échelle un peu plus grande. Merci Sophie. Rebonjour. Donc moi, dans cette dernière partie de présentation, je vais inévitablement devoir sortir du monde de l'observation et ne rentrer plus que dans le monde du modèle. Donc heureusement, on a une bonne transition sur toute la présentation. Alors pourquoi je sors de l'observation? Parce que là, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est ce qu'on essaye de faire pour anticiper l'évolution de la ressource en eau. La ressource en eau, c'est une des façons qu'on a de regarder les écoulements de l'eau sur les surfaces continentales. On pourrait s'intéresser au débit des rivières, ce qui n'est pas directement la ressource en eau, on pourrait s'intéresser aux matières en suspension, etc., qui sont des choses qu'on fait au sein de l'OMP. Mais bon, là aujourd'hui, je vous parlerai plus précisément de la ressource en eau, qui est sur lequel il y a un enjeu quand même bien important que tout le monde connaît dans le contexte du changement climatique. Donc anticipation, ça veut dire qu'on va regarder dans le futur. Alors j'ai un espèce de petit escargot qui représente toute la période passée, sur laquelle on peut faire, comme l'a dit Sophie, ce qu'on appelle nous des réanalyses historiques. On a la période présente, sur laquelle on va faire du suivi. Donc sur ces deux périodes-là, on peut utiliser les observations complétées par la modélisation avec de la simulation de données, tout ce qu'a pu présenter, tout ce qui a été présenté jusque-là. Et puis ensuite, on peut commencer à regarder un petit peu plus loin dans le futur, donc faire de la prévision alors à court terme, prévision jusqu'à 10 jours. Typiquement, ce qu'on fait pour anticiper des crues, comme ce qui vient d'être présenté. Et puis on peut aller plus loin, en termes de prévision saisonnière. Donc prévision saisonnière, typiquement, on parle de anticiper à quelques mois à l'avance, 3 à 6 mois à l'avance, et puis jusqu'aux projections climatiques. Donc là, on n'est plus en prévision, on est en projection. Le terme change et c'est important, il ne signifie pas exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un état initial, on ne cherche pas à prévoir exactement en quelle année il y aura une grosse crue ou une grosse sécheresse, mais on balaye un champ de possibles. C'était le what if du dernier point de Sophie. Donc là, moi, c'est à cette période-là que je vais m'intéresser. Alors évidemment, les observations, là, dans ce contexte-là, on va s'en passer et on regardera que ce que peuvent nous donner les modèles, un certain nombre de modèles, et voilà, et en particulier donc sur la ressource en eau. Donc bon, ça j'ai un peu déjà dit ça. Je précise un petit peu ce que j'entends aujourd'hui par ressource en eau dans le contexte dans lequel on travaille au sein de l'OMP. Donc on parle essentiellement de l'eau qui est disponible en surface et de l'eau qui est disponible en souterrain dans les aquifères. Alors quand on dit l'eau disponible, Sylvain l'a présenté en tout début de conférence, eau disponible, c'est les stocks d'eau, mais c'est aussi, voire surtout, les flux d'eau. Dans une des premières diapos qu'on avait, on a vu que les stocks d'eau dans les aquifères, par exemple, sont très importants, mais ces stocks d'eau-là ne sont pas forcément disponibles parce qu'ils peuvent être très profonds, parce qu'ils peuvent être dans des zones désertiques. Par exemple, dans le désert du Sahara, il y a beaucoup d'eau en souterrain, mais on ne peut pas y accéder. Par contre, en rivière, les stocks d'eau sont beaucoup plus faibles et c'est les flux qui sont beaucoup plus importants. Et c'est quand on a de l'eau qui est apportée en fait régulièrement par les pluies qu'on va pouvoir en prélever une petite partie pour l'utiliser
pour toutes les choses qui ont besoin d'eau, donc l'alimentation en eau potable en premier lieu, même si ce n'est pas les volumes les plus importants, et puis l'irrigation, le soutien d'étiage, voilà, l'industrie et tout ça. Bon, donc il est important d'avoir, si on veut regarder l'évolution possible de la ressource en eau, donc soit dans un futur à quelques mois, soit à la fin du siècle, il est important de pouvoir représenter ces différents compartiments. Et c'est ce qu'on fait en essayant de modéliser en fait l'ensemble du cycle continental de l'eau, donc dont on a une représentation schématique ici avec les principaux processus. Voilà, je ne vais pas détailler ici. Donc, pour la suite, là, je vais vous présenter 2 exemples d'applications qu'on développe donc à Toulouse au sein de l'OMP, plus particulièrement au CNRM, au laboratoire de Météo France, mais avec des collaborations évidemment avec les autres laboratoires. Une première illustration qui concerne plutôt les eaux de surface. Donc vous voyez la carte qu'il y a derrière, le réseau de rivières, en fait, c'est le même que celui que Sophie a présenté. Il s'agit du même modèle, c'est le modèle C-Trip qu'on développe au CNRM. Sur cette carte, on a aussi représenté tous les petits points rouges qui sont les stations de débit in situ qu'on peut avoir sur le territoire métropolitain. Et c'est à tous ces endroits-là qu'on va pouvoir comparer le modèle et l'observation et vérifier que notre modèle se comporte bien, essayer de comprendre pourquoi il ne se comporte pas bien, parce qu'il y a toujours des imperfections évidemment, et éventuellement travailler sur l'amélioration de ces modèles. Donc ça, avec ce modèle-là, on s'intéresse particulièrement aux eaux de surface, donc aux écoulements dans les rivières, éventuellement dans les barrages et les réservoirs. Et puis on développe aussi, ou on participe aussi au développement d'une plateforme de modélisation. Alors c'est pas un modèle, c'est une plateforme qui est un outil en fait dans lequel on va mettre plusieurs modèles pour représenter les écoulements dans les nappes souterraines. Alors les écoulements dans les nappes souterraines, c'est assez difficile parce que le sol est très hétérogène. Vous avez des parties perméables, d'autres imperméables. L'eau va évidemment être bloquée par les parties imperméables et puis va s'écouler dans les parties perméables, mais avec des vitesses qui dépendent de la nature du sol. Et évidemment, on n'a pas de cartographie, tout ça. Il faudrait pouvoir faire des forages tous les mètres. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc l'idée de cette plateforme qui s'appelle AQFR, c'est de rassembler un certain nombre de modèles qui ont été développés par des hydrogéologues qui sont des experts sur différentes parties du territoire. Donc typiquement des collègues du BRGM, donc le Bureau de ressources géologiques et minières, qui travaillent beaucoup sur les sous-sols et en particulier sur les ressources dans les aquifères. Et donc l'idée, ça a été de mettre tous ces modèles-là ensemble, dans une même plateforme, de l'alimenter par des prévisions qui sont fournies par Météo France, et de voir ce que peuvent donner ces différents modèles en termes d'évolution de la nappe. Ces 2 types de modélisation-là, on les utilise à la fois pour faire de la prévision saisonnière, à quelques mois d'échéance, et également pour faire des projections climatiques. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas tout présenter, il y a beaucoup de résultats avec tout ça, mais je vais essayer de me focaliser sur les projections climatiques avec ces triples, juste pour vous montrer 1 ou 2 exemples, et puis la prévision saisonnière avec la plateforme AQFR. Donc ici, on est en prévision saisonnière. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper, typiquement au mois de février, on essaye d'anticiper quelle sera la ressource, quel sera l'état de remplissage des aquifères pendant l'été. Typiquement au mois de juillet, donc 6 mois d'échéance. Donc on essaye d'anticiper avec 6 mois d'avance. Et on a un très beau cas d'étude l'année dernière, où on avait une sécheresse très marquée, qui a commencé assez tôt. En février 2022, on avait déjà certains secteurs dans la partie modélisée. Vous voyez qu'on n'a pas toute la France métropolitaine qui est modélisée, on n'a que cette partie-là. C'est pour ça que vous ne voyez rien ailleurs. Mais ça vient petit à petit. Donc au mois de février, on avait déjà certains secteurs des nappes souterraines qui étaient sous-alimentés, qui étaient en dessous de la moyenne. Et on a essayé de voir si cette tendance-là allait se poursuivre jusqu'à l'été. Et si donc on allait rentrer dans un été particulièrement sec et sur lequel il allait falloir mettre en place un certain nombre de restrictions d'eau,
Donc c'est des choses qui doivent s'anticiper évidemment bien à l'amont. Typiquement, l'agriculteur en février, il aimerait bien savoir quel type de culture il va pouvoir mettre dans son champ en fonction de la quantité d'eau qui sera disponible ou non. Donc il y a vraiment un intérêt important à faire ces prévisions-là. Alors il y a plusieurs façons de faire la prévision. Soit en fait, on va faire tourner le modèle jusqu'à février 2022 avec des forçages atmosphériques, avec des pluies qui ont été vraiment observées, avec des températures qui ont été vraiment observées. On va faire tourner le modèle jusqu'au mois de février 2022. Et puis avec ça va nous donner une sorte d'état initial pour la prévision. On va partir de cet état-là. Et puis après, il va falloir lui donner des forçages météorologiques futurs, qui forcément ne viennent pas de l'observation, qu'on essaie d'anticiper pour voir comment ça va évoluer. Pour ça, on peut faire ce qu'on appelle de la climatologie. La climatologie, on va partir de l'état initial février 2022, qui n'est pas très haut, qui est assez bas, notamment en Poitou-Charentes, et puis on va lui faire rejouer les forçages météo, la météo, qui s'est passée sur un certain nombre d'années dans le passé. Et typiquement, là, on couvre toute la période 93-2016. Donc on va rejouer l'année 93 à partir de l'état initial de février 2022, puis l'année 94, puis l'année 95, etc. Et on va de cette manière-là créer un ensemble, c'est ce qu'on voit ici en bas. Donc là on a toute la période passée, on arrive à février 2022 ici, donc c'est janvier mais c'est fin janvier en fait. Et puis à partir de là on voit tout ce faisceau. Si on rejoue toutes les années passées, alors il y a des années qui ont été visiblement très humides, qui vont permettre de réalimenter correctement les nappes. Là, c'est un exemple, un piézomètre particulier, donc c'est un point de mesure. Et puis, il y a d'autres années qui sont beaucoup plus sèches. Et c'est en étudiant l'ensemble, la distribution de cet ensemble à la fin de la simulation, qu'on va essayer de dire si il y a des risques plus ou moins élevés. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser un modèle atmosphérique qui est du même type que le modèle de prévision numérique du temps qui tourne à Météo France tous les jours pour vous donner les prévisions météo pour aujourd'hui, demain et dans 3 jours. On le dégrade un petit peu parce qu'il est très très coûteux en temps de calcul et on obtient un nouveau modèle qui est un peu plus simple mais qui peut tourner à des échelles bien plus grandes. Et c'est ce nouveau modèle-là, si vous voulez le petit nom, il s'appelle Arpège. Le modèle plus précis s'appelle Arome. Et donc c'est le modèle Arpège qu'on va utiliser pour faire de la modélisation de l'atmosphère et donc du climat, soit en projection climatique, soit là pour de la prévision saisonnière. Et quand on fait ça, on obtient cette carte-là. Donc là, c'est ces 2 cartes qu'on obtient en février 2022 et qui nous donnent l'état anticipé des eaux souterraines pour juillet 2022. Alors, il y a beaucoup de parties où c'est assez semblable, et puis là, le modèle Atmo est quand même beaucoup plus pessimiste. Quand c'est rouge, c'est que ça va être sec. C'est qu'on atteint des niveaux qui ne sont atteints que tous les 10 ans, typiquement. En fait, ce qui se passe dans cette situation-là, c'est que les années passées qu'on a rejouées, donc de la période 93 à 2016, eh bien, en fait, dans toutes ces années-là, il n'y en a aucune qui a été aussi sèche que celle qu'on a effectivement vue en 2022, au printemps 2022. Et qui, elle, pourtant, a été relativement bien anticipée par le modèle météo. Alors, les modèles météo, ils ont des erreurs. La prévision saisonnière, c'est très compliqué. Il y a encore beaucoup d'erreurs. Mais il y a des cas comme ça où le modèle, quand même, apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à rejouer simplement du passé. Alors, pourquoi je dis que ça apporte quelque chose de plus? Parce que quand on est arrivé au mois de juillet 2022, là, on avait des données, on avait des vrais forçages météo, les vraies pluies observées, les vraies températures, etc. Et ça nous a donné ça, ce qui est beaucoup plus proche de ce que nous avait donné le modèle météo. Bon, je redis quand même encore, quand vous voyez la dispersion des ensembles qu'on a après 6 mois de prévision, il y a certains membres, donc on part avec un état initial et puis on joue plusieurs scénarios possibles, hein, comme on l'a vu ici, c'est plusieurs années. Pour la prévision saisonnière, c'est ici et c'est la même chose, il y a plusieurs scénarios possibles. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc c'est quand même un champ assez difficile sur lequel on essaye justement de mettre en avant ce genre de résultats pour montrer qu'il y a quand même un intérêt. Là, on ne l'aurait pas vu avec simplement de la climato. Il y a quand même un intérêt à continuer à développer ça. Et voilà, ça fait partie des travaux de recherche qu'on développe.
Et je finis avec juste deux petites figures sur un exemple de projection climatique. Donc là, on va encore beaucoup plus loin. On va se situer sur on va essayer de voir comment va évoluer la ressource en eau sur tout le XXIe siècle. Et pour ça, généralement, ce qu'on fait, c'est que on va utiliser un modèle atmosphérique de climat, voire même plusieurs en fait, parce que chaque modèle a ses incertitudes. Donc on va essayer d'utiliser plusieurs modèles pour voir un petit peu ce que tous pourraient donner. Et puis on va comparer certains indicateurs, par exemple l'état de remplissage ou les débits dans les rivières, par exemple, et on va comparer en période future avec la période présente. Là, on n'est plus en prévision, on est en projection. On va faire du climat. On va regarder des événements sur des échelles climatiques. Les échelles climatiques, c'est pas l'échelle de la météo. La météo, c'est des échelles très courtes qui peuvent nous dire demain, on a un risque de grosse dépression sur la moitié ouest de la France et des grosses pluies. Le climat ne cherche pas à dire, les études climatiques ne cherchent pas à dire telle année il y aura une grosse pluie. On cherche à dégager des tendances générales. Et donc on va regarder des indicateurs généralement sur des périodes relativement longues, typiquement 30 ans. Et on va rarement en deçà de ce type de période. Alors comment on fait pour arriver à la fin à avoir une représentation du débit des rivières avec notre modèle? On va utiliser un modèle de climat qui est global. On va prendre les flux qui va nous donner à cette frontière-là pour alimenter un modèle de climat régional. Régional, c'est-à-dire qui ne va tourner sur un domaine beaucoup plus petit que tout le globe, et qui nous permet du coup d'avoir un maillage beaucoup plus fin, une résolution spatiale beaucoup plus fine, typiquement de l'ordre du kilomètre, de façon à, ou dizaines de kilomètres, de façon à mieux résoudre les équations physiques qu'on connaît de l'atmosphère. Et puis, on va même aller encore au-delà. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est la France métropolitaine. Donc, on va encore descendre d'échelle en utilisant des méthodes statistiques de descente d'échelle et de correction de biais. Parce que toutes ces méthodes-là introduisent, en fait, à chaque étape, on introduit des incertitudes et des biais. Et les biais, typiquement, en hydrologie, si on a un biais en précipitation, on va avoir trop d'eau ou pas assez d'eau, et ce qui nous embête. On peut être peut-être pas très bon dans la dynamique, dans l'évolution, mais par contre, si on est à Toulouse à, je n'ai pas le chiffre, mais 800 mm d'eau par an, que tous nos modèles nous donnent 1500, on ne va pas faire une étude très sympa. Donc on utilise encore des méthodes statistiques pour aller à des résolutions qui, elles, sont vraiment de l'ordre du kilomètre. Les deux planches suivantes, elles montrent les résultats du modèle C-TRIP qu'on a pu extraire du projet Explore 2. Explore 2, c'est un projet qui est en cours, qui vise à utiliser plein de modèles GCM, plein de modèles RCM, plusieurs méthodes de correction statistique et plusieurs modèles hydrologiques en aval, de façon à regarder à chaque étape la multiplicité des modèles nous permet d'avoir une idée de l'incertitude qu'on appelle structurelle, c'est-à-dire qui est liée au modèle lui-même. Si tous les modèles, qui sont pourtant très différents, donnent exactement le même résultat, en gros, on est très confiant. Évidemment, ça n'arrive jamais. Voilà, donc les toutes dernières figures que je vous présente sont celles-ci. Donc les projections climatiques qu'on a obtenues dans ce cadre d'Explore 2 et qui vont comparer la fin de siècle, la période 2071 à 2100, à la période récente qui doit être 85-2005, non 85-2005, ou 75-2005, c'est une période de 30 ans aussi. On compare différents indicateurs, donc là il y en a 3 qui sont représentés. Le premier, c'est ce qu'on appelle le module en hydrologie, c'est-à-dire le débit moyen sur une longue période. Donc là on a fait le débit moyen sur 30 ans dans le passé, le débit moyen sur 30 ans dans le futur, et on a fait le rapport entre les deux qu'on exprime ici en pourcentage. Donc quand c'est bleu, quand c'est à plus 40, ça veut dire qu'on a en moyenne 40% d'eau en plus sur un tronçon particulier. Et puis vice-versa quand c'est moins 40 en rouge. Alors ici on a les résultats pour un scénario qu'on appelle tendanciel, c'est-à-dire 4.5, c'est un scénario médian qui montrerait qu'on aurait peut-être un peu plus d'eau sur la moitié nord de la France,
en long terme, un peu moins d'eau sur le sud-ouest, la Dour et la Garonne. Si on regarde plutôt les extrêmes, donc ici on regarde un indicateur sur les étiages et un sur les crues, qui sont en fait des simples quantiles, on voit que les étiages sont plus sévères sur toute la moitié ouest et sud de la France. Les crues sont plus sévères aussi, puisque là c'est plus 40% sur toute la moitié nord. Si on regarde un scénario un petit peu plus pessimiste, en fait on va simplement accentuer le signal qu'on avait juste avant. Donc on aurait en moyenne un peu plus d'eau sur la moitié nord, moins d'eau sur la moitié sud, des étiages plus sévères quasiment partout et des crues plus sévères essentiellement sur le nord de la France. Alors tous ces résultats-là, ne faut pas les prendre comme ça, c'est pas le take-home message, vous repartez pas avec. C'est un des sous-résultats du projet Explore 2. Explore 2, je l'ai dit, il y a plusieurs modèles de climat, plusieurs modèles hydrologiques. Là, c'est ce qu'on a obtenu avec un seul modèle hydrologique. Il est important de faire de finaliser cette étude, de comparer tous les modèles. Tous les modèles ne donnent pas exactement ces résultats-là. C'est un projet Explore 2 qui est en train de finir. Il y a un séminaire de restitution, je pense, qui sera accessible en visio si ça peut intéresser certains d'entre vous, et je crois que ce sera fin juin. Et puis il y aura tous les rapports qui seront édités, et certains ont déjà commencé à être édités, et sur lesquels pourront s'appuyer derrière. En fait, c'est le projet qui nous donne un petit peu l'état de l'art de l'évolution de la ressource en eau en France métropolitaine. Voilà. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais Explore 2, c'est pas que le CNRM ou l'OMP, il y a beaucoup de labos d'hydrologues en France en général. Voilà, je passe sur celle-là. C'est juste pour vous montrer, si on regarde ici, je prends le cas le plus extrême. Là, on a vu quelques critères, le débit moyen, les étiages, les crues. Il y a un autre type d'impact. Si je prends un scénario assez pessimiste et que je regarde en fin de siècle, sur ce graphe ici, donc, j'ai une courbe en noir qui représente le débit saisonnier. Saisonnier, c'est-à-dire là on a tous les mois de janvier, là on a tous les mois de février, moyenné sur une longue période passée, sur la station de Portée-sur-Garonne. Donc c'est le débit de la Garonne. Avec un pic de crue qui est autour du mois de mars, avril, ou plutôt avril-mai même, qui est très fortement lié à la fonte de la neige dans les Pyrénées. Or, les projections climatiques nous montrent très clairement un enneigement en très nette diminution, particulièrement sur les Pyrénées, et qui va se traduire du coup par un changement de régime en fait de la Garonne au niveau de Portée, à Laval, là, avec finalement les débits les plus importants de l'année seront un peu plus tôt. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si on fait en fait l'intégrale sous la courbe, là, on a le volume d'eau total qui transite par cette station, et on voit que dans le futur, on aurait à peu près 50% d'eau en moins, ce qui est énorme. Voilà, et ça me permet d'arriver sur cette dernière diapo de conclusion. Qui reprend un petit peu ce que j'ai détaillé dans les deux diapos précédentes. Juste un petit point qui permet d'expliquer pourquoi la moitié nord, on s'attend à plus d'eau et moins d'eau sur la moitié sud. C'est ce qu'on peut retirer des rapports, du dernier rapport du GIEC en particulier. Donc cette figure en est issue, qui montre en fait une évolution des précipitations sur une période future par rapport à la période récente, et qui montre en fait une répartition différente des masses d'eau, ou des précipitations, mais donc en particulier des masses d'eau. Et ce qu'on voit très bien, et ça tous les exercices du GIEC d'année en année confirment ce résultat-là, c'est un assèchement autour de toute la Méditerranée. Et à l'opposé, l'Europe du Nord, ou les parties à assez haute latitude, verraient des pluies potentiellement plus intenses. Et la France métropolitaine se situe juste à l'interface entre ces deux fronts. Et donc ça met en fait beaucoup d'incertitudes sur la limite qu'on peut poser. Donc suivant les exercices, cette limite nord plus humide, sud plus sèche, et soit au milieu de la France, soit un petit peu plus haut. Donc bon, c'est des résultats qui, eux, seront à confirmer. Ce qui est très clair, par contre, qui se confirme à chaque fois, c'est tout le sud de la France, on s'attend à ce que ce soit plus sec. Bon, c'est ce qui est dit un petit peu dans tous ces points-là. Un impact aussi du stock nival, donc c'est
la quantité de neige qui tombe et qui va ensuite fondre et s'écouler dans les rivières, avec des impacts saisonniers qui peuvent être importants. Voilà. Conclusion un petit peu générale. Une des choses qui nous reste à faire, dans tous les travaux qu'on vous a montrés là, on fait pas mal de modélisation pour essayer de comprendre les processus. On utilise pas mal d'observations, que ce soit in situ ou satellitaire, pour vérifier que les processus qu'on met dans nos modèles marchent bien, pour essayer de les comprendre même en amont, avant même de les mettre dans nos modèles. Il y a quelque chose quand même qui nous manque beaucoup, c'est tous les facteurs anthropiques, donc tout l'impact de l'homme sur le cycle de l'eau, le cycle continental de l'eau en particulier, avec notamment en termes d'irrigation, tous les impacts des prélèvements qu'il peut y avoir sur les stocks et sur les flux, sur l'impact des barrages réservoirs sur les écoulements. On va bloquer les écoulements quand on va stocker l'eau en hiver pour la relâcher en été. Évidemment, nos modèles actuellement ne le font pas. Sur les transports de sédiments et des matières en suspension également. Donc c'est vraiment un gros point. Je pense que la communauté, de manière assez générale, la communauté internationale qui regarde un petit peu ces approches-là, s'intéresse aujourd'hui beaucoup à ces aspects impact anthropique. C'est aussi un sujet d'étude important au sein de l'OMP. On a, je pense, à peu près toutes les compétences pour au moins commencer à déverrouiller certains verrous, avec notamment ici dans nos compétences toulousaines la maîtrise des observations satellitaires, de la modélisation, et puis toutes les collaborations qui sont déjà en place et qui nous restent à monter pour avancer sur ces thématiques-là. Voilà. Et au nom de nous quatre, je vous remercie pour votre attention.